Au sommaire de cette édition, le discours du chef de l'État à la nation au sujet de la guerre menée par le M23 avec le soutien du Rwanda. Si le chef de l'État s'est refusé de déclarer la guerre à ceux qui agressent le pays, il a néanmoins lancé un appel à la mobilisation. Glencore, géant suisse du négoce des matières premières, a été condamné jeudi par la justice britannique à payer 320 millions d'euros pour des faits de corruption en Afrique. Un jugement sans précédent. Suite aux allégations d'abus sexuels dans le milieu du football congolais, la FECOFA a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête à travers un communiqué officiel. C'est l'heure de vous informer. Merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une, l'agression dont est victime la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Dans une adresse télévisée, Félix Tshisekedi a décrété une mobilisation tous azimuts pour sauver le Congo. Par ailleurs, le chef de l'État a mis en garde contre les propos xénophobes à l'encontre de certaines communautés en promettant des sanctions sévères. Jean-David Kilolo a interrogé quelques Kinois au lendemain de ce discours. Il était attendu par tous. Et Félix Tshisekedi a répondu présent. La population congolaise, et toutes tendances confondues, attendait des pieds fermes les assurances de son commandant suprême pour amplifier sa mobilisation afin de faire face à cette énième agression rwandaise. Mobilisation générale. Comme au continent, pouvoir. Politique c'est un vrai diplomate. Utilisant qui politique d'abord, il y a carotte et puis politique à bâton. Carotte, cela veut dire la diplomatie. Il est allé voir ma pays limitrophe Nyonso. Dans ce moment-là, il y a diplomatie. Et puis deuxièmement, il y a la politique, il y a souka, il y a bâton, c'est-à-dire la guerre. Chaque fois, soit la guerre totale, soit la paix. Il était 21h passées lorsque le président de la République démocratique du Congo est apparu sous la chaîne nationale RTNC pour tenir son discours de 12 minutes. Le chef de l'État, en safari, courte manche, est très incisif quand il s'agit de citer nommément le Rwanda comme pays agresseur. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. De la mobilisation humanitaire en passant par la mobilisation militaire, vigilance citoyenne, pour chuter par la défense de la nation, aucun détail n'a échappé au chef de l'État pour bomber le moral des Congolais. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis en garde tous les traîtres et les ennemis de la paix du peuple congolais. Le premier vice-président du Sénat, Eddy Mondela, invite la Chine à demander au Conseil de sécurité des Nations Unies un cessez-le-feu immédiat et un retrait sans condition du M23 à l'est de la RDC. C'était par visioconférence avec son homologue de la République populaire de Chine, faisant suite à l'adresse du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la nation. Au cours de cet entretien par visioconférence, le premier vice-président du Sénat a fustigé l'agression et l'occupation de certains territoires du Nord Kivu par le M23, soutenu en hommes et en logistique par le Rwanda. En fait, Eddy Mondela invite son homologue chinois à demander auprès de son gouvernement, en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de plaider pour un cessez-le-feu immédiat et le retrait sans condition des terroristes des M23 qui commettent des exactions dans la partie est de la RDC. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais et pour ce faire, ils s'activent à déstabiliser l'est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels.
L'interlocuteur du sénateur Eddie Mundela a pour sa part dit sa détermination à renforcer la coopération bilatérale avec la RDC. Ding Zingli a aussi énuméré les actions prévues par le Parlement chinois. La partie congolaise observe depuis toujours le principe d'une seule Chine. Nous l'apprécions beaucoup. Et la Chine soutient depuis toujours nos idéaux de l'amitié sino-congolaise sont de belles illustrations de l'amitié sino-congolaise. Et nous comprenons parfaitement votre revendication légitime sur la sécurité et le développement de votre pays. Les deux institutions maintiennent jusqu'à ce jour des échanges amicaux qui contribuent au rapprochement de deux peuples pour le développement de relations sino-congolaises. Appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État pour mettre fin à l'insécurité qui a pris corps dans l'est du pays. La DDN Idambituo, qui salue ce discours rassembleur de Félix Tshisekedi, estime que la matérialisation ne peut se faire qu'avec la création d'un gouvernement de combat. On écoute le secrétaire général du parti, Idambituo. Aujourd'hui, le pays est menacé. Le chef de l'État l'a expliqué. Il nous a rappelé la nécessité de faire bloc pour défendre la patrie. Nous pensons que les républicains doivent répondre à l'appel du chef de l'État, sauvons d'abord la nation, sauvons d'abord le pays, et le reste, nous pourrons voir comment nous allons gérer. Donc, rapidement, il faut que nous ne puissions pas perdre de temps, il y a urgence, il faut que les uns et les autres puissent cristalliser la volonté du chef de l'État par la mise en place d'un gouvernement de combat qui sera de taille réduite, mais qui doit rapidement s'attaquer au problème de l'Est. Aujourd'hui, pendant que les femmes, les enfants, nos parents sont en train de tomber devant le feu de l'ennemi, que nous allons mettre d'abord en avant nos revendications, nos prétentions personnelles. Aujourd'hui, c'est la nation, c'est notre dénominateur commun. Nous allons faire d'abord tout ce qui est clivage, étiquette politique, pour voir quelle est la contribution que nous apportons d'abord à ce qui nous menace tous. Parce que demain, si le pays s'ébranle, il n'y aura plus de majorité, l'Union sacrée, FCC, d'autres partis. Donc aujourd'hui, c'est la nation. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat de la nation tout entière. Alors nous devons nous dépasser, laisser un peu nos étiquettes politiques pour voir qu'est-ce qu'on peut chacun apporter comme contribution à cet effort et à cet appel nous lancer par celui qui est le père de la nation. Dans le même chapitre, le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, à son tour, invite tous les créateurs artisanaux à travers le pays à répondre positivement à cette volonté du garant de la nation en dénonçant tous les ennemis de la République. C'est dans cette optique qu'il envisage lancer dans les prochains jours l'opération d'identification de tous les exploitants artisanaux. Option diplomatique, mobilisation générale, terre les divergences politiques, mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et jeunesse à se constituer en groupe de vigilance. Voilà quelques points que le commandant suprême a parlé. Le président de la République étant le premier citoyen, étant peur de la nation, il nous appelle à une mobilisation totale. En ma qualité de directeur général du SAEMAP, je vais lancer mon message clair à tous les artisans, tous les créateurs, de dénoncer tous les ennemis de la paix de la RDC, de savoir que l'exploitation artisanale est réservée purement aux Congolais. Vous qui êtes dans les sites miniers, vous êtes au nord Kivu, vous êtes au sud Kivu, vous êtes à Maniema, vous êtes à Massissi, vous êtes à Beni, à Botembo, vous êtes à Ituri, vous êtes à Otwele, à Lubumbashi, Lualaba, partout où il y a l'exploitation artisanale. Dans les jours à venir, et d'ici là, je suis déterminé de lancer une grande campagne d'identification de tous les détenteurs des coopératives minières pour en savoir plus qui sont derrière ces coopératives, qui financent, parce que c'est dans cette exploitation que beaucoup profitent. Ensemble, nous sommes déterminés à accompagner le commandant suprême. On passe à autre chose. C'est une visite productive à l'enseignement supérieur. Une délégation de la Robank est venue proposer au ministre Moïndo Nzangi le service dit Illico Cash, une solution digitale de cette banque pour faciliter les transactions financières au sein des établissements de l'enseignement supérieur universitaire congolais. Benjamin Ndiata était là pour Télé 50.
Les échanges ont été axés sur la digitalisation des opérations bancaires en milieu universitaire entre Mohindo Nzangi, ministre des Léchus, et les responsables de Rabank ce mercredi à Kinshasa. La dite digitalisation se présente comme une solution qui permettra aux établissements académiques d'avoir la possibilité de fluidifier et mieux gérer les différentes opérations de paiement des frais académiques en luttant contre les embouteillages enregistrés devant les guichets et aussi contre la fraude en milieu universitaire avec les étudiants qui présentent des faux bordereaux. Gabriel Maloba, directeur commercial régional du secteur public chez Rabank. La solution digitale pour permettre à ce que les institutions universitaires et d'enseignement supérieur puissent avoir la possibilité non seulement de fluidifier et de mieux gérer les différentes opérations, des paiements des frais scolaires, d'enregistrement et de recensement des étudiants, ainsi que les autres informations. Alors nous sommes venus présenter cela à l'excellence parce que aujourd'hui, pour les étudiants, pouvoir payer les minervales, payer les frais scolaires. Alors la Rabank, soucieuse de pouvoir donner des solutions, sommes venus présenter cela à l'excellence afin que nous puissions voir la possibilité de pouvoir aider ces institutions. Le patron de l'enseignement supérieur et universitaire a salué cette innovation qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le chef du gouvernement de Warriors. Le ministère de l'Aménagement du Territoire vient d'être doté d'un nouveau cadre et structure organique. La signature de ce document a eu lieu ce vendredi entre le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et le ministre d'État Guy Luandomboyo. Désormais, le secrétariat général à l'aménagement du territoire compte 11 directions et 698 unités au niveau central. Ces innovations sont contenues dans le nouveau cadre et structure organique dont la signature est intervenue ce vendredi à Kinshasa entre le VPM Jean-Pierre Liaou et le ministre d'État Guy Luandomboyo. Ce nouveau cadre organique est réalisé conformément aux missions attribuées au ministère de l'Aménagement du Territoire dans l'ordonnance présidentielle de janvier 2022. La séance de travail de ce vendredi intervient après le travail abattu par des experts de ces deux ministères pendant plusieurs semaines. Prenant la parole en premier lieu, le VPM Liaou n'a pas manqué de féliciter l'Emineta Luando pour sa détermination à faire aboutir ces dossiers. Tout en remerciant le VPM de la fonction publique pour son implication, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, la signature du nouveau cadre organique permet enfin la maîtrise des effectifs, la prise en charge des agents et la régularisation de la situation des nouvelles unités. Quand nous sommes arrivés, après avoir fait l'état des lieux, ce qui est de la situation des agents et fonctionnaires dans notre administration, nous avons constaté qu'il y avait l'absence d'un outil extrêmement important qui permet la maîtrise des effectifs et permettre une prise en charge réelle de nos agents et cadres de l'administration par l'État congolais. L'aboutissement de ce processus est un motif de joie pour les directeurs de l'administration de l'aménagement du territoire qui viennent de voir le bout du tunnel pour plusieurs de leurs préoccupations. Je suis PPRD, je me prends en charge et je cotise. C'est le slogan de la vaste opération de cotisation mensuelle de tous les membres du PPRD lancée par le secrétaire permanent de cette formation politique, le professeur Ramazani Chadari. Pour rappel, cette opération a été lancée en application des résolutions de la conférence budgétaire du parti tenue en 2019. Grâce à la Mossine, ce reportage. C'est dans la grande salle Maïcha Park, dans la commune de la Gombe, que les militants, cadres et hauts cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie se sont réunis pour le lancement de l'opération de redynamisation par l'autoprise en charge des cotisations mensuelles sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux articles 58.2 et 58.4 des statuts qui régissent le PPRD. Le secrétaire permanent du parti porte-étendard, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, a souligné que les cotisations mensuelles constituent aussi une preuve d'appartenance comme membre effectif au parti et aucun avantage ne peut être accordé à celui qui ne cotise pas. Chaque sanza, membre nyos, soki aobi ata mutu ya PPD akofuta
L'opération de cotisation mensuelle au PPRD figure également parmi les résolutions de la conférence budgétaire de ce parti tenue en 2019. Et en prévision des élections générales de 2023, le PPRD affûte déjà ses armes pour gagner ces élections à tous les niveaux. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la plénière de mercredi avait traité de plusieurs sujets, entre autres la proposition du député Magloire Kabemba portant modification de la répartition des recettes à caractère national. Au cours de cette plénière de plus de 5 heures, les élus de la ville-province de Kinshasa ont procédé à la validation de la proposition de loi d'un suppléant dont les députés tutélaires est décédé, mais aussi audition et approbation d'un rapport des commissions mixtes PSG et COFIN relatif à l'examen du dit rapport portant modalité de répartition des recettes. Les députés provinciales Magloire Kabemba. Qui vient d'être adopté aujourd'hui est pris en exécution de la loi relative à la nomenclature des actes générateurs des provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est un texte qui vient renforcer l'arsenal juridique de notre pays en matière de décentralisation financière. Sur la partie portant gestion de protection des rivières, dans la ville-province de Kinshasa, les députés provinciales Mbo Kanzala s'est exprimé. Mais le lot aussi ça et dit oyo totonne sengo puisque ezali environnement na sali makasi mingi puisque ali projet environnement et développement durable que pote et dit quoi aussi là pour te mettre en application. Il s'est signalé que Magloire Kabemba est soucié de renforcer l'arsenal juridique congolais avec le texte qu'il a proposé. Mise au point de la société multisectorielle Sarlu sur son contrat rompu avec la société Alliance des bâtisseurs du Congo ABC pour abus de confiance. Au cours d'un point de presse organisé ce vendredi à Kinshasa, Arsène Ifoté, conseiller juridique de Sarlu, a présenté toutes les vérités sur cette affaire. Abus de confiance, trafic d'influence, autant des faits que la société multisectorale Sarlu reproche à son partenaire Alliance des bâtisseurs du Congo ABC qui avait plus de 5 millions de dollars américains pour les préfinancements de ces marchés conclus avec le gouvernement et qu'elle n'a jamais respecté les échéanciers, a souligné Arsène Ifoto, conseiller juridique de Sarlu devant la presse. Sollicitait que nous préfinancions ces travaux d'exécution de construction de routes. Demander s'ils peuvent commencer la restitution de ce montant-là. Ils vont nous faire tourner en bourrique, ils vont nous faire marcher au motif que voilà, ils n'ont pas encore été payés alors que nous avions des preuves tangibles. Malgré la victoire judiciaire de la société multisectorielle Sarlu, face à son bourreau ABC, celle-ci ne cesse d'entretenir le flou dans l'opinion publique, s'indigne Arsène Ifoto. La justice est en train de faire son travail, quand nous serons rétablis dans nos droits, mais nous avions voulu tout simplement que, puisque on voit que c'est presque de l'impunité qu'on ne peut laisser, qu'on ne peut passer comme ça sous silence. Il fallait mieux en tout cas marteler là-dessus pour que de pareils actes ne se reproduisent. Point. À travers son message des vérités devant la presse, la société Sarlu appelle son partenaire ABC de se conformer à la décision de la justice en lieu et place d'afficher un comportement qui ternit. La direction provinciale de la DGDA Katanga a réalisé encore ce mois d'octobre un dépassement des recettes avec un taux de 101,42%. Après 4 mois successifs de dépassement des recettes assignées, le directeur provincial René Kalala a convoqué une réunion quant à ce. Le directeur provincial de la DGDA Katanga, René Kalala, a convié tous les sous-directeurs, ses plus proches collaborateurs, à une réunion importante, et c'est en présence du président de la délégation syndicale de cette entité douanière, l'inspecteur Paul Loulou. Objectif, passer au peine fin les réalisations des 4 derniers mois à l'actif de la DGDA Katanga. Pour rappel, la DGDA Katanga a creusé le plafond des assignations des 4 derniers mois, à la grande satisfaction de la commandante en chef, la directrice générale de la DGDA. Et pour ces mois encore,
Ils ont réalisé 101% un dépassement des recettes que René Kalala enregistre dans des conditions pénibles et appelle les administrés à plus d'ardeur. Le directeur Kalala voudrait que les Katanga tirent vers les hauts les autres provinces, message bien capté par la délégation syndicale. Nous avons été rappelés par les directeurs provinciaux en toute urgence parce que nous avons clôturé le mois de septembre, le mois d'octobre avec un taux de réalisation de 101%. Alors il fallait qu'ils réunissent le troupe afin de le booster. Pour René Kalala Massimango et son équipe, faire encore plus n'est pas impossible. C'est la confusion totale dans la province du Sankuru après la fermeture par l'administrateur du territoire de Lodja de 2 radios communautaires. Alors que la cour d'appel du Sankuru a ordonné la suspension de la décision du comité local de sécurité portant fermeture de la chaîne de radiodiffusion dénommée Radio Télé Losanganya du député national Lambert Mende Omalanga, l'administrateur du territoire, lui, refuse d'exécuter cette décision. Joint au téléphone, le président de la société civile du Sankuru, Maître Benoît Danja, réagit à ce sujet. Le 2 novembre 2022, la Cour d'appel du Sankuru, faisant office de la Cour administrative d'appel, siégeant en référé liberté, a annulé une décision illégale et arbitraire de fermeture de la radio-télé Lusanganya, station locale de Lodj, prise par l'administrateur AI de ce territoire, qui s'appuyait sur l'ordre qu'il aurait reçu du gouverneur de la province du Sankuru. En l'espèce, la cour d'appel du Sankuru, qui a ordonné la réouverture de ces médias locaux, assortie d'une clause exécutoire sur minute, a rappelé que pareille mesure, qui est de la compétence exclusive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et communication, ne relève pas de la compétence d'un administrateur de territoire ou d'un gouverneur de province. Dans le cadre de l'exécution sur minute de cette décision de la Cour, les huissiers commis à cette fin se sont heurtés à la résistance d'un officier de la police nationale congolaise de Lodja, pour qui le gouverneur devrait d'abord avaliser cette décision, ce qui viole délibérément le principe de l'indépendance de la magistrature et la séparation de pouvoir. La société civile, force vive du Sankuru, invite le gouverneur à clarifier cet imbroglio. Elle engage en outre l'Assemblée provinciale du Sankuru, ainsi que les instances judiciaires, civiles et militaires, compétentes à sévir contre cette forfaiture afin que force reste à la loi. Toujours en province, inspection et réception provisoire par la province du Haut-Ouélé de l'axe routier d'Urba Faradje, réhabilité par l'entreprise Oriental Road Construction sur fonds propres de la province. Une mission diligentée par le gouverneur Christophe Bassiane-Nanga et conduite par le ministre provincial des ITP Norbert Mandana a été effectuée pour ce faire. Cet axe routier de la RN26 d'Urba Faradje, long d'environ 70 km, est réhabilité par Oriental Group Construction sur fonds de la province du Haut-Ouélé évalué à 837 500 $ américains et les travaux ont duré 5 mois. C'est pour sa réception que le ministre provincial des ITPR Norbert Mandana, qui accompagne ici les techniciens de l'Office des routes et du bureau technique de contrôle ainsi que les délégués de la société exécutrice des travaux qui précèdent ici à l'inspection avec la réception de ces tronçons routiers par la province. Et sans doute, c'est une route bien réhabilitée et sur laquelle on peut rouler jusqu'à 100 km/h. Un pari gagné pour l'exécutif Bassiane-Nanga d'avoir réussi non seulement le désenclavement du Haut-Ouélé, mais également l'interconnexion par route de tous ces 6 territoires qui la composent. Malgré cette prouesse, Christophe Bassiane-Nanga et son gouvernement continuent d'appuyer sur l'accélérateur. Voilà pourquoi le ministre provincial des ITPR conduit ici une mission pour une étude de faisabilité en prélude de la réhabilitation de ces tronçons entre Faradje jusqu'à la frontière avec le Soudan du Sud, soit environ 80 km. Nous sommes venus avec cette équipe pour que nous puissions voir cette route se trouve dans quel état et que nous puissions avoir les éléments techniques qui vont permettre à ce que dans les jours à venir, qu'on envisage de réhabiliter cette route qui est pratiquement le terminus de la route nationale numéro 26 et qui est une route très capitale. Une fois réhabilitée, cette route aura un impact économique important.
À Matadi, au Congo central, le torchon brûle à l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa et Bécan Sigle entre le directeur général et son adjoint. Au centre de la querelle, un emprunt effectué par le DG en faveur des agents sans l'aval de son collaborateur immédiat. À ce sujet, quelques jeunes de l'UDPS ont marché dans les rues de Matadi pour soutenir le directeur général adjoint qui, selon eux, est victime de l'incompréhension de son chef hiérarchique. C'est en accompagnant le directeur général adjoint de l'OEBK, Daniel Tovobote, jusqu'à son bureau de travail, que les membres de l'IDPS Fédération de Matadi ont voulu lui exprimer leur solidarité face aux différends qu'il oppose à son chef hiérarchique, le directeur général Jean-Claude Mavambou. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville, cela ne nous a pas empêché de sillonner les artères de la ville avec lui. Pour eux, en tant que l'un de leurs, c'est-à-dire membre de l'IDPS, il a droit à leur soutien. Selon une source, c'est un emprunt qu'aurait effectué le DG auprès d'une banque pour procéder à des augmentations salariales au profit des cadres et agents de l'OEBK qui seraient à la base de ses bras de fer avec son adjoint. Pour Daniel Tovobote, ces prêts effectués sans avoir été consultés seraient injustifiés car l'entreprise, avec ses propres recettes, est à mesure d'augmenter l'enveloppe salariale des travailleurs sans qu'il ne soit nécessaire de s'endetter. La fédération de l'IDPS Matadi estime qu'en refusant ces prêts, le directeur général adjoint n'a fait que son travail dans l'intérêt de l'OEBK, dont les performances en termes de recettes doivent être sauvegardées. Face à certains propos qui s'apparenteraient au trafic d'influence, les membres de l'IDPS n'ont pas trouvé mieux que cette marche pour soutenir Daniel Tovobote en sa qualité de deuxième personnalité de l'OEBK, nommé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par l'ordonnance présidentielle. D'aucuns croient qu'il est urgent que les ministres des Transports, voies des communications et des enclavements, Chéribin Okende Senga, interviennent pour faire revenir l'esprit de collaboration au sein de l'OEBK. En international, c'est la première fois qu'une entreprise est condamnée au Royaume-Uni parce que sa direction a autorisé des faits de corruption et non seulement fermé les yeux. Glencore, géant suisse du négoce des matières premières, a été condamné jeudi par la justice britannique à payer 320 millions d'euros pour des faits de corruption en Afrique, un jugement sans précédent. L'enquête britannique lancée en 2019 avait révélé que Glencore, par l'intermédiaire d'employés et agents, avait versé des pots de vin à hauteur de plus de 28 millions de dollars américains pour avoir un accès préférentiel au pétrole au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et au Soudan du Sud. Et sur instruction du ministère des Sports, la FECOFA a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations d'abus sexuels dans le milieu du football. À travers un communiqué officiel, l'organe fêtier du football mettra en place à partir de lundi une commission pour des appels à dénonciation. La Fédération congolaise de football association a appris avec consternation les informations diffusées dans les réseaux sociaux faisant état de l'existence d'un réseau pédophile hautement actif dans les milieux du football en République démocratique du Congo. Le comité exécutif de la FECOFA, réuni en séance extraordinaire ce vendredi 4 novembre 2022, tient à préciser que ces informations d'abus sexuels ne lui ont jamais été rapportées auparavant. Il proteste fermement contre ces pratiques qui ne s'inscrivent pas dans l'éthique et la gouvernance du football telle qu'est prônée par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football, valeurs auxquelles la FECOFA a indéniablement souscrit. Le comité exécutif tient par ailleurs à informer l'opinion nationale et internationale de la mise en place d'une commission d'enquête indépendante afin de recueillir les informations nécessaires susceptibles de constituer des pièces à conviction en vue de mettre en œuvre les procédures administratives et disciplinaires prévues par les règlements sportifs. La FECOFA encourage vivement toute personne victime éventuelle de ces abus de contacter la dite commission au numéro +243 80 83 71 230, numéro opérationnel à partir du lundi 7 novembre 2022. La Fédération congolaise de football association, qui tient à la préservation de la donne sociétale du football, facteur d'intégration et de cohésion de peuple, s'est dit prête à collaborer avec toutes les instances compétentes et organisations de défense des droits de l'homme et de l'enfant en vue de porter la lumière sur ces allégations, somme toute graves. Fait à Kinshasa le 4 novembre 2022. On en vient au rappel des principaux titres. Discours du chef de l'État à la nation au sujet de la guerre menée par le M23 avec le soutien du Rwanda. Si le chef de l'État s'est refusé de déclarer la guerre à ceux qui agressent le pays, il a néanmoins lancé un appel à la mobilisation.
Glencore, géant suisse du négoce des matières premières, a été condamné jeudi par la justice britannique à payer 320 millions d'euros pour des faits de corruption en Afrique, un jugement sans précédent. Suite aux allégations d'abus sexuels dans le milieu du football congolais, la FECOFA a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête à travers un communiqué officiel. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Télé 50. Excellent week-end. L'actualité reste en continu.